Ce soir, je vais vous parler de fiscalité du patrimoine en général et de taxe sur l'actif net en particulier, parce que c'est une taxe dont on parle souvent dans diverses propositions du revenu de base, de revenu de base, pardon. C'est assez peu connu et j'ai eu au moins récemment deux personnes qui m'ont demandé de l'expliquer. Alors voilà, c'est le soir pour le faire. Donc, vous avez le sommaire sous les yeux. Je vais commencer par vous faire un petit historique rapide des différentes taxes sur le patrimoine, poser la définition de ce qu'est la taxe sur l'actif net exactement pour qu'on sache comment la distinguer des autres, parler de certains points communs et des différences avec la taxe Zuckman dont on parle beaucoup en ce moment. Ensuite, je vais vous présenter les ressources dans lesquelles on peut puiser pour activer cette taxe. Je vais mettre quelques exemples de situations et points de bascule pour voir un petit peu à partir de où se passent les situations où on est gagnant et perdant d'une taxe sur l'actif net couplé à un revenu de base. Je vais parler de la répartition des ressources, de qui sont les riches, qui sont les pauvres, donc des gagnants, des perdants, des problèmes de liquidité parce que les actifs ne sont pas tous liquides, quelques points de vigilance. Ensuite, la raison pour laquelle on parle de la TAN plutôt que d'autres choses et pourquoi elle est intéressante. Et enfin, une dernière diapo, vous pourrez le mettre en copier-coller, je vous le mettrai dans le chat si vous voulez, les différents documents sources, des chiffres que j'annonce ici, pour que vous puissiez vérifier que j'ai pas inventé plein de conneries. Euh, donc, si ça vous va, on va commencer. Donc déjà, petit historique. Donc là-dedans, je n'ai mis que des taxes sur le patrimoine et je n'ai mis que celles qui nous concernent directement ou qui existent encore, parce que vous imaginez bien qu'entre la Révolution française et l'Empire romain, il y a eu un certain nombre d'autres choses, sauf qu'ils n'ont plus d'impact aujourd'hui et ou alors ils n'existent plus ou enfin voilà. Mais j'ai gardé celle des droits de succession parce qu'elle a existé sans discontinuer depuis, en France depuis l'an 6 après Jésus-Christ. Elle avait été instaurée par l'empereur Auguste, même si les taux ont énormément varié entre cette époque et aujourd'hui, et les conditions. Euh, Ensuite, on arrive à la Révolution française, donc c'est un énorme bond dans le temps. À cette époque-là, il y avait des taxes sur les terrains, sur les portes et sur les fenêtres. Il y avait aussi d'autres taxes, mais elles n'étaient pas patrimoniales. Et ensuite, en 1914, donc juste avant la guerre, est apparue la taxe foncière qui a remplacé la taxe sur les terrains. Ensuite, dans les années 20, en 1926, on a arrêté les portes et fenêtres et on a commencé l'impôt sur le revenu, celui qui est le plus connu aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent que ça existait de toute éternité. Et en fait, ben, avant 1926, ça n'existait pas. Alors, quand je dis ça n'existait pas, évidemment, ça n'existait pas depuis la République française. Mais avant ça, au Moyen Âge, il y avait quelque chose qui ressemble beaucoup, qui s'appelait la dîme. Mais ça ne concernait pas tous les revenus, ça ne concernait que les des paysans. Mais enfin bon, voilà. Mais il y a eu un trou pendant lequel il n'y avait aucune forme d'imposition sur les revenus. Ensuite, dans les années en 45, donc juste après la guerre, il y a eu un gros impôt sur le patrimoine, une seule année, qui était vraiment en sortie de guerre, qui a été appelé impôt de solidarité nationale, qui concernait, un, les patrimoines, et deux, les biens mal acquis pendant la guerre. Euh, Parce que voilà, il y a eu un certain nombre de gens qu'on a qualifiés de profiteurs de guerre, et il y a eu un impôt qui s'est abattu sur eux une année. Ensuite, en 1965 est sortie l'idée de l'ISF, donc impôt de solidarité sur la fortune. Donc je dis bien l'idée parce que c'est pas en 65 que ça a été implémenté, c'était la CGT qui était à l'origine de cette idée. Des années plus tard, donc en 82, il y a eu la création de l'impôt sur la grande fortune par Pierre Mauroy.
Donc c'est la première re taxe, en principe, assez, générale sur l'ensemble du patrimoine qui a été faite, en dehors des droits de succession. Maintenant, comme son nom l'indiquait, c'était sur les grandes fortunes, donc je prétends pas, je sais pas par cœur quel était le seuil d'entrée. De toute façon, en France, ça parlerait plus à personne, mais c'était pour les gens très riches. Cet impôt sur les grandes fortunes, il a pas duré longtemps. Il a il a il a duré 4 ans, parce que, Chirac, qui lui était plutôt de droite, a décidé qu'on allait arrêter ça. L'année d'après, Juppé avait quand même avoué que, ils avaient fait une connerie en le supprimant, ils l'ont supprimé quand même. Et ensuite, l'ISF que, la plupart des gens ont connu, qui était celui, avant l'IFI de Macron, qui ressemblait à l'impôt sur les grandes fortunes, mais qui avait un taux, un peu différent et qui avait une assiette plus basse et qui excluait, pas mal de choses, il excluait, les œuvres d'art, il excluait, les résidences principales, il excluait, ça y est, je vais les biens professionnels, donc il était pas si général que ça. Un peu plus tard, le CJD, Centre des jeunes dirigeants, je ne sais pas si ça vous parle? C'est en fait, c'est un syndicat patronal, comme, le MEDEF, sauf que, je vais préciser tout de suite que c'est pas tout à fait comme le MEDEF, c'est-à-dire que, c'est pas un syndicat de travailleurs, c'est vraiment un syndicat de travail, de travail, de dirigeants, Centre des jeunes dirigeants. C'est un des plus vieux, enfin un des premiers qui a existé en France. Il a la particularité, ceux qui ont vu le film, d'Henri de Verneuil, Le président du conseil avec Jean Gabin, qui est président du conseil et qui connaissent, la phrase, où, une des personnes, au conseil, dit: «Il y a aussi des patrons de gauche» et il répond, «Oui, il y a aussi des poissons en volant, mais ils font pas la majorité du genre». Bah, il se trouve que les poissons volants en question, ils sont essentiellement dans le CJD. Heu et heu il s'appelle Jeunes Dirigeants parce que, je crois que c'est, je sais plus si c'est à 25 ou à 30 ans, qu'ils foutent les gens dehors de cette association. Et ils sont trop vieux, ils ont qu'à aller ils ont qu'à aller voir ailleurs. J'ai connu personnellement quelqu'un qui avait dirigé le CJD à une époque. Voilà et donc, eux, ils ont non seulement, ils ont été depuis longtemps pour le revenu de base, mais ils ont été les premiers à formuler le concept de TAN, de taxe sur l'actif net, qui a été, ensuite, repris par le comité Bastille en 2016. Là, on est d'accord, c'est toujours qu'à l'état de proposition, c'est-à-dire que, la TAN, aujourd'hui, elle n'a pas été mise en œuvre. C'est comme en 65, la CGT qui avait proposé l'ISF et puis c'est arrivé que, l'IGF en 82 et l'ISF, lui-même, en 88. Je ne sais pas, si la TAN arrivera, enfin à quelle échéance, mais elle n'est pas encore implémentée. Ensuite, en 2018, il y a Édouard Philippe, sous la présidence d'Emmanuel Macron qui a, transformé, l'ISF en IFI, impôt sur la fortune immobilière. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, l'ISF ça excluait déjà pas mal de trucs, les œuvres d'art, le matériel professionnel, enfin les biens professionnels, et les résidences principales. L'IFI, ça a viré tout le reste. Il y a plus que, le patrimoine immobilier, c'est-à-dire les immeubles et encore, il y a un abattement de 30 sur la résidence principale il y a un abattement et il y a, tous les immeubles, et les locaux qui servent, au travail, ne sont pas dedans non plus. En plus, la taxe foncière, si, une personne suffisamment riche pour payer l'IFI, payait la taxe foncière, elle est fondue dedans, donc c'est comme si on payait l'IFI et que, la taxe foncière était annulée. Voilà et ensuite, vous avez tous entendu parler en ce moment parce que c'est, le truc dont on parle, Gabriel Zucman a créé une proposition de taxe en 2023 et on en a beaucoup parlé, à l'année 2025, pour le projet de loi de finances, bon, on verra si ça se fera ou si ça se fera pas, mais c'est le sujet chaud du moment. Voilà, tour de
d'historique. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, je passe à la diapo suivante. Et aujourd'hui, ils parlent de taxer l'eau courante, les lavabos, les baignoires. Alors, je suis pas au courant. Je vois le rapport avec la taxe sur les fenêtres qui existait il y a une époque. Voilà, ça. Parce qu'on considérait que les gens qui avaient des portes et fenêtres, parce que c'est les portes et fenêtres en fait, si on avait la moyen de mettre beaucoup de portes et beaucoup de fenêtres dans sa maison, ça veut dire qu'on était riche, hein, parce que ça coûtait cher de faire les trous dans les murs et les soutènements qui vont bien pour que ça s'effondre pas autour des trous. Voilà, Mais j'ai pas entendu parler de taxes sur les lavabos, non. ils parlent d'augmenter la taxe foncière, en fait, en pondérant des trucs comme ça, en faisant une équivalence entre le lavabo, je crois que ça vaut 3 mètres carrés supplémentaires, la J'ai baignoire. entendu pareil, moi. J'ai entendu pareil, exact. Eh Voilà. ben, merci pour l'information, c'est très intéressant. C'était pas parvenu jusqu'à moi, mais je vais m'y intéresser. Ces derniers jours, là. Voilà. Je trouve ça un peu aberrant. Maintenant, l'eau courante, ça va devenir un luxe, quoi. Mm. Et il y a des tas de pays dans lesquels ça l'a toujours été, mais en France, on a été bien lotis jusque-là. Bon, je vais passer à la définition de ce qu'est la tanne précisément. Donc, la tanne, c'est une assiette et un taux. L'assiette sur quoi? C'est sur l'ensemble des actifs d'une personne. Et donc, la particularité de cette taxe sur l'actif net, c'est qu'il n'y a pas de niche fiscale dedans, il n'y a pas d'exclusion. C'est-à-dire, c'est la totalité de ses biens, moins ses dettes. C'est-à-dire que si vous avez une maison que vous avez payé, je sais pas moi, un logement, un appartement, je sais pas, 200 000 euros par exemple. Si vous avez emprunté 200 000 euros à la banque et que vous n'avez pas encore remboursé et que vous êtes au début de votre remboursement, votre actif net, il est nul puisque vous avez un appartement de 200 000 euros et une dette de 200 000 euros. Et au fur et à mesure que vous remplacez, votre actif net augmente. Euh, voilà. C'est assez simplement défini. Ça a la même propriété que la taxe Zuckman pour la raison pour laquelle l'explique Zuckman, c'est que dès qu'on crée une niche, une situation, une façon d'avoir un abattement, une exonération dans une situation, les millionnaires et les milliardaires avec leurs conseillers financiers et autres, ils s'arrangent tout simplement pour mettre la totalité de leur patrimoine dans cette niche pour rien payer. Le but, c'est de n'avoir aucune niche. Ça a des conséquences, et c'est pour ça que c'est important d'avoir un revenu de base à côté. Tout comme, ah oui, j'avais pas pensé à le dire sur la diapo précédente. Quand l'ISF a été mis en place, ça a été mis en place de façon synchrone avec le RMI. Moi, je soutiens que c'est très intéressant de mettre en place une taxe sur l'actif net de façon synchrone avec un revenu de base. Et que si ce n'est pas le cas, il vaut mieux switcher sur la taxe Zuckman que sur l'impôt sur l'actif net si il n'y a pas un revenu de base qui est mis en place en même temps. Mais je vais venir. Et ensuite, il y a différents promoteurs de la taxe sur l'actif net, un certain nombre parmi les promoteurs du revenu de base, et puis il y en a aussi, comme je l'ai dit, au CJD et au Comité Bastille, et il y en a encore d'autres ailleurs, en dehors du revenu de base, et ils ont tous des options différentes sur le taux à appliquer et sur le fait qu'il faille ou non mettre des tranches. Je vous vends la mèche tout de suite, j'expliquerai plus tard pourquoi. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas mettre de tranches. Euh, Pareil. Pardon? Pareil. Ok, Je très bien. pense qu'il ne faut pas mettre de tranche non plus. C'est une ouverture à tout toute la magouille, quoi. Voilà. Si c'était proportionnel, ce serait carrément plus simple. Hmm. Avis personnel. Ah, très bien. Tout à l'heure, je vais même expliquer les raisons qui me poussent à penser qu'il ne faut pas en mettre. Donc, là, j'ai fait un petit tableau comparatif de trois choses. Donc, au milieu, vous avez l'actif net. À droite, vous avez la taxe Zuckman. À gauche, vous avez l'impôt sur la fortune immobilière, parce que c'est intéressant de comparer aussi à ce qui existe actuellement. Les paternités, on a expliqué tout à l'heure de qui elles viennent. Je ne vais pas plus loin.
Les assiettes, j'ai déjà aussi expliqué, il y a 2 minutes, alors pas pour la taxe Zuckman, j'ai pas précisé. Donc, lui, il propose, de faire, une tranche, une et une seule tranche et il propose qu'elle commence, à 100 millions d'euros pour le ménage. C'est pour ça qu'on dit souvent à la télé, les 1 800, familles, les plus riches de France parce que c'est ce qui correspond à peu près au seuil de, 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. Ce qui est déjà, tout à fait sympathique. Je pense que personne, dans la salle n'a ça, et n'est concerné par, la taxe Zuckman. Ensuite, donc, les taux, de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière aujourd'hui, c'est entre 0,5 et 1,5%. Il y a plusieurs tranches. Zuckman, comme j'ai dit, il y a qu'une seule tranche, c'est 2% au-dessus de 100 millions d'euros. Et pour l'actif net, ben, ça dépend des propositions. Il y a tout. Les plus basses, c'est autour de 1,25. J'ai pas vu moins de 1,25 jusqu'à présent. Et les plus hautes, c'est autour de 4. Là où ça varie, c'est dans les modalités. C'est-à-dire que, par exemple, sur, l'IFI actuellement, il y a ce qu'on appelle un bouclier fiscal à 75%. Bon. Et la taxe foncière déduite, ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, quel est l'effet de ce bouclier fiscal à 75%? Faut savoir que quand on a affaire à un milliardaire ou un millionnaire ou, quelqu'un qui a les moyens, en tout cas, de se payer les services d'un conseiller en patrimoine et en fiscalité, il va très vite se rendre compte qu'en général, il a des entreprises. Et que grâce à ce bouclier fiscal à 75%, c'est-à-dire que peu importe la somme qu'il devrait en fonction du patrimoine, l'État ne lui réclamera pas plus de 75% de ses revenus. Et ben, énormément de riches s'organisent, même s'ils sont millionnaires ou milliardaires, pour ne pas avoir pour ne pas avoir de revenus, ou quasiment pas. Comment ils font ça? Ils font ça de deux façons. La première, c'est comme ils ont une entreprise, il suffit qu'ils ne se versent pas de dividendes et que l'argent qu'ils possèdent reste dans l'entreprise et donc ils ne se le sont pas versés. Comme ils ne se sont pas versés ce revenu, ils ne le déclarent pas en tant que revenu des personnes physiques. Et comme ils ne le déclarent pas en tant que revenu des personnes physiques, eh ben, ça leur fait un revenu faible et du coup, ils ne se versent qu'un revenu correspondant à leurs dépenses parce que comme disait Serge Dassault, même si j'avais 1 milliard de plus, je ne pourrais pas manger 7 poulets par jour. Ils ont des fortunes immenses, ça ne veut pas dire qu'ils sont capables de tout dépenser et qu'ils ont des besoins en correspondance. Et donc, ils ne se versent en revenus que ce dont ils ont besoin dans l'immédiat. Et ce qui fait qu'ils ont des revenus comparés à leur fortune qui sont déclarés, qui sont extrêmement faibles. Et avec le bouclier fiscal à 75%, ça fait que ben, on leur demande pas grand-chose sur leur patrimoine avec l'IFI. La deuxième méthode qu'ils ont pour échapper à la chose, c'est que les vraiment très riches, en fait, ils ne se versent pas du tout de revenus. Ils vont à la banque, ils disent que ils ont plein de patrimoine à côté qui peut justifier, enfin qui peut garantir leurs emprunts. Et en fait, ils font des emprunts et ils vivent à crédit. Le fait, et en vivant à crédit, du coup, ils peuvent déclarer des revenus quasi nuls, ne pas avoir d'impôt sur le revenu et ne pas avoir d'impôt sur le patrimoine puisque, ben, pas plus de 0,75% de leurs revenus qu'ils ont quasiment pas en impôt sur le patrimoine. Donc, raison pour laquelle, ni Zuckman ni les promoteurs de la taxe sur l'actif net, ne veulent entendre parler de bouclier fiscal. Ensuite, la question des volumes. Qu'est-ce que ça représente, en quantité, d'argent, mobilisable? Donc, pour, l'impôt sur la fortune immobilière, qu'on a actuellement, ça, il suffit de regarder, les comptes, nationaux, et en 2024, ça représentait, 2,7 milliards d'euros. Pour, la taxe Zuckman, là, je me suis référé, aux chiffres, évalués, par Zuckman, comme une fourchette et par ses opposants, voilà et l'estimation, c'est en parce qu'elle n'existe pas encore, donc c'est forcément qu'une estimation. C'est entre, 15 et 25 milliards d'euros. Donc c'est déjà, nettement plus important. Et ensuite, pour la taxe sur l'actif net, là, j'ai mis les calculs plus tard, sur les planches suivantes. Mais grosso modo, si on met une et une seule tranche et qu'on la met à 2%, qui est un exemple, on peut la mettre à d'autres taux, ça fait de l'ordre de 280 à 375 milliards d'euros.
Donc on voit que chacune de ces 3 taxes, même si elles ont, des principes, communs à la base, sous-tendus, représentent, des sommes qui varient à chaque fois d'un ordre de grandeur. Tout simplement parce que la première, il y a beaucoup trop d'évasion fiscale et d'optimisation fiscale. La deuxième, de Zuckman, elle ne concerne que 1 800 familles et pas l'intégralité de la population. Et la troisième, la taxe sur l'actif net, elle concerne tout le monde. Mais, il y a une compensation parce que, je la propose de la coupler avec un revenu de base. Ensuite, question de la Juste, perte. Oui? Henri, tu as dit une seule tranche pour la TN, c'est-à-dire tout le monde ou ça veut dire que s'il y a un seuil? Non, ça veut dire qu'il y a pas de seuil. Il n'y a pas de seuil. Enfin, Ok. si, il y a un seuil, c'est 0. Ouais, ok. Oui, il faut Parce avoir que plus de parce zéro, qu'on quoi. va pas enfin, j'ai pas vu de promoteur de la TAN proposer de donner 3 des dettes des gens aux gens qui ont juste des dettes et qui ont un solde négatif. Je veux dire, j'ai entendu personne proposer que la taxe Zuckman que la taxe devienne négative pour les gens endettés. Oui, oui, on pourrait dire que les gens d'été, ils reçoivent de l'argent. Ok. Ouais. Ok, non, J'ai c'est pour clair. En tout cas, moi, je le propose pas et j'ai entendu personne le proposer. Non, non, effectivement, ça serait, ça serait un peu fort de café. Merci. Bah, ça peut se réfléchir, hein, mais Bon, d'une certaine manière, c'est le revenu de base, mais. oui. Mais je propose un revenu de base en plus qui a déjà en partie cette fonction, hein. Hmm. Ouais, donc je pense que c'est le fait, ouais. Ça Voilà. marche. De rien. D'autres questions? Non? Bon, je continue alors. Donc, question de la pertinence de chacune de ces taxes. Grosso modo, alors ça, c'est, moi qui le dis, hein, l'impôt sur la fortune immobilière, la pertinence, bah, c'est pour faire semblant. Parce que, franchement, c'est l'épaisseur du trait et donc c'est ce que je disais dans la ligne suivante, vocation, c'était juste des gens qui voulaient carrément faire disparaître, l'impôt sur la fortune et puis, ils voulaient pas trop que ça se voie, alors ils ont laissé un résidu qu'ils ont appelé IFI en disant: «Bah, ils ont pas tout fait disparaître, quoi». Hem, Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, je pense que, la taxe, sur l'actif net est extrêmement pertinente, couplée à un revenu de base qui fait que, effectivement, tout le monde le paye. Mais, il y a avec ce revenu de base, comme, c'est pour financer un revenu de base et que tout le monde va toucher un revenu de base de l'autre côté, ceux qui ont des très petits patrimoines, ils vont toucher bien plus en revenu de base que ce qu'ils vont payer, sur, leur actif net parce que, quelqu'un qui a 0 de patrimoine, ben 2 de zéro, ça fait toujours 0 et il a le revenu de base en face, quoi. On verra tout à l'heure que où se place le point de bascule, il est quand même assez haut. Il faut déjà avoir pas mal de sous, pour commencer à ne plus être, gagnant de la mesure. Et donc, pour moi, celle-là, c'est la plus pertinente avec un revenu de base. Par contre, la taxe Zuckman est plus pertinente sans revenu de base parce que comme il y a pas de revenu de base pour compenser, bah, il vaut mieux qu'on n'ajoute pas encore une taxe supplémentaire pour les plus pauvres, hein. Et du coup, elles ont des effets similaires, l'une avec un revenu de base et l'autre sans. Ensuite, leur vocation, c'est-à-dire que Excuse-moi, Henri, là, oui? quand tu dis c'est pas pertinent avec taxe humaine, juste que je comprenne, c'est parce qu'il n'y a pas assez de sous pour payer le revenu de base? Non, Euh, c'est parce que, monsieur Zuckman propose de faire une taxe, qui est la qui alors c'est peut-être pas lui qui l'a appelé Zuckman, peut-être que c'est les mais genre je lui connais pas d'autres noms. Il a proposé une taxe, lui il ne propose pas de revenu de base. Oui, il propose pas, mais ça veut pas dire que c'est pertinent ou pas pertinent. Il propose. En fait, pourquoi tu Non, dis que c'est pas pertinent en fait alors non, pourquoi tu dis que c'est plus pertinent sans revenu de base? C'est ça que je comprends pas. c'est-à-dire que, si, ce que je dis, c'est que, si on ne propose pas de mettre un revenu de base en même temps, OK? Vaut mieux faire une tranche et puis, fait ou plusieurs tranches et faire quelque chose de progressif pour que seuls les plus riches payent et plus ils sont riches, plus ils payent. Alors que, s'il y a un revenu de base, en contrepartie, là, on peut faire un taux unique et démarrer à zéro parce que, c'est, le fait que, la taxe soit couplée à un revenu de base qui crée la progressivité. Oui, ça, j'ai compris, ouais. Alors que Mais s'il y a pas de si. revenu de base, il y a pas de progressivité et qu'on faisait ça, ce serait moins progressif et on est obligé de créer artificiellement de la progressivité en mettant un seuil.
Oui, mais après, en fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, le revenu de base, c'est au-delà de son financement, c'est que c'est censé apporter une sécurité Oui, à j'ai toute. pas dit que c'était le revenu de base qui était pertinent ou pas pertinent. Je dis que c'était la taxe. J'ai dit qu'en fonction qu'il existe ou qu'il n'existe pas un revenu de base, il faut plutôt s'orienter vers la taxe Zuckman ou la taxe sur l'actif net. Ok, d'accord. Ok, si grosso modo pour toi, ce que tu dis, c'est si on a un revenu de base, l'actif net, c'est une meilleure taxe que celle de Zuckman. Voilà. Et s'il n'y a pas de revenu de base, la taxe Zuckman est une meilleure taxe que l'actif net. Ok, ok, ça marche. J'ai peut-être tort, hein, c'est mon opinion. Non, non, mais je voulais bien la comprendre. Je te remercie. Pas de souci. Donc, ensuite, il y a, comme dit, l'intention derrière, ce que j'ai dit tout à l'heure pour l'IFI, c'est de faire disparaître les impôts sur le patrimoine. Pour la taxe Zuckman, c'est explicitement dit par M. Zuckman, donc je le redis. Lui, ce qu'il veut, c'est compenser l'optimisation fiscale. C'est-à-dire qu'il constate que les X%, les 0,1% les plus riches, payent en proportion moins d'impôts que les autres. Et donc lui, l'objectif de sa taxe, c'est de rattraper ce déséquilibre et cette injustice. Il n'a pas d'objectif plus loin que de cette simple compensation de l'évasion fiscale et enrayement de l'évasion fiscale. Je pense, et d'autres proposants de la taxe sur l'actif net voient qu'à l'avenir, une fois mis en place, elle pourrait aussi remplacer les diverses autres formes d'impôts sur le patrimoine. J'explique pourquoi. Parce que si on impose la totalité du patrimoine à un taux très faible, 1, 2, 3, 4%, tous les ans, on n'a par exemple plus besoin de l'imposer un grand coup lors de la transmission quand les gens meurent, puisqu'on le fait déjà chaque année. Et comme c'est un impôt sur la totalité du patrimoine, y compris les biens immobiliers, on n'a pas forcément besoin de garder en plus une taxe foncière, hein. En fait, comme ça englobe déjà tout le patrimoine et que c'est déjà chaque année, ça aurait vocation, par simplification à terme, à supplanter la totalité des autres formes de taxes sur le patrimoine. Et ensuite, ça, il y en a, ça amène plus à débat, mais il y a aussi des gens qui pensent que ça aurait vocation, en plus, à supplanter l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. Mais ça, c'est pour quelque chose dont je vais aller plus loin. C'est-à-dire qu'en se basant sur l'article 13, il me semble, de la Déclaration des droits de l'homme, qui dit que tous les citoyens doivent contribuer à leur juste part en fonction de leurs moyens. J'ai la situation plus bas, mais là, par cœur, je ne la sais pas, mais on la relira quand j'arriverai à la planche qui va bien. Et en fait, les facultés contributives des citoyens, c'est ce qu'ils possèdent, c'est pas ce qu'ils gagnent. Euh, mais bon, ça, c'est un point de vue idéologique, ça se débat. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de proposants qui le raisonnent comme ça. Et vous avez le droit de pas être d'accord. Je vais passer à la diapo suivante. Donc là, j'ai pêché ces infos-là sur l'INSEE. Alors dans un tableau qui est beaucoup plus grand et qui a beaucoup plus de chiffres, je n'ai gardé que les colonnes et les totaux intéressants. Mais je vous ai mis plus loin là sur la dernière planche les références pour trouver le tableau complet. Et donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a dans les lignes ce qu'ils appellent les actifs non financiers, les actifs financiers, le total des actifs, le passif, c'est-à-dire les dettes, puisqu'on a dit que c'est une taxe sur l'actif net, c'est ce qu'on possède moins ses dettes, le calcul de l'actif net, et tout en bas en bleu, ça, c'est pas des chiffres de l'INSEE, c'est moi qui ai divisé la dernière ligne en noir par le nombre d'habitants en France pour ramener ça à ce que ça représente par personne. Voilà. Et donc là-dedans, on voit plusieurs colonnes. On voit les ménages, on voit donc le patrimoine des ménages, le patrimoine des sociétés, le total ménage plus société, et ensuite le patrimoine de l'État que j'ai mis à part, et le total du patrimoine.
Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Plusieurs choses. La première chose, pourquoi j'ai mis l'État à part? Tout simplement parce que quand je vais proposer une taxe sur l'actif net, je vais proposer une taxe sur l'actif net hors État, parce que ça ne sert à rien que l'État lève un impôt sur ce qu'il possède et qu'il se paye à lui-même. On pourrait le faire, mais ça changerait rien et faudrait quand même le retirer dans les calculs au bout pour voir les effets que ça donne parce que, comme ça ne sert à rien, ça n'a aucun effet, donc il faut quand même le retrancher des effets qu'on montre. Donc le truc, en jaune là, c'est ce que, j'ai retenu, comme, base taxable, tout à la fin. Enfin, comme total des bases taxables. Ensuite, on constate aussi là-dedans, une chose intéressante, c'est que, l'actif, des ménages est bien plus important, que, l'actif net des sociétés et qui est lui-même encore bien plus important que l'actif net de l'État. C'est-à-dire qu'on a grosso modo, à grosse louche, les 3/4 de l'actif net qui est détenu par les ménages, OK? L'essentiel du reste, par des sociétés qui de toute façon sont elles-mêmes détenues par des ménages, heu et l'État, on va dire que c'est l'épaisseur du trait. Heu, sur la dernière ligne, actif net, c'est celle qui est importante et il y a aussi une autre chose, importante à noter. Les actifs, non financiers sont naturellement tous positifs, mais vous pouvez constater que, seuls les ménages ont un actif financier supérieur à leur dette. Les sociétés, elles, ont plus de dettes que d'actifs financiers et l'État aussi. Alors je vois, Denis qui lève la main, donc je vais lui passer la parole avant de continuer. Oui, 17 000 plus 41 par rapport à 41 000. Apparemment, l'actif net des sociétés, c'est 4 000, c'est pas 41 000. Alors, tu parles de quelle case? Tu parles là, 41 000, ça c'est l'actif total. Ça, c'est le passif des sociétés, donc les dettes Oui, et l'actif net, c'est la différence entre les 2. oui, mais les ménages, c'est beaucoup plus que les sociétés. Or, dans ton tableau, c'est pas ce qui est marqué. Alors, on voit qu'en actif net, il y a 3 000, milliards d'euros pour les sociétés et 14 000 milliards d'euros pour les ménages. Moi, Tout simplement parce que là, vous voyez qu'en total actif, oui, il y a plus, mais en total dette, en fait, les ménages, ils ont très peu de dettes, en face de leurs actifs, alors que les sociétés ont beaucoup d'actifs et beaucoup de dettes et le résultat des 2 et la ok, différence entre les 2 ok, est plus ok, faible que pour les autant ménages. pour moi, d'accord, 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 merci. Pas de souci. Par contre, si vous êtes très attentif, vous verrez que, il y a, dans les sommes, ici, 2 000 000 € d'erreurs là sur les 19 000. Je les ai laissées parce qu'elles étaient dans les sources de l'INSEE. Je pense que c'est un problème d'arrondi, parce que, comme, ils ont pas mis, 690,5 et le machin, il y a grosso modo, il y a 2 unités d'erreur, dans le truc. Mais bon, je voulais pas trafiquer les chiffres de l'INSEE pour modifier. Donc je les ai laissés comme ça et de toute façon, c'est pas ça qui joue. Donc, ouais, je disais, on constate que seuls les ménages ont des actifs financiers positifs, c'est-à-dire que grosso modo, ils ont en moyenne évidemment, il y a des gens qui sont endettés à la banque, mais, les ménages ont en général, plus, de sous sur leur compte en banque que ce qu'ils ont de dettes, en moyenne, alors que les sociétés, c'est le contraire, hein. On voit que, les sociétés en général ont 37 millions de dettes, alors que, ils ont que 34 000 € de alors, quand on dit actifs financiers, qu'est-ce que c'est? C'est, les comptes courants, mais c'est aussi les comptes internes, c'est les actions, c'est les obligations, c'est grosso modo, c'est tout ce qui est liquide. Les actifs non financiers, c'est, des terrains, c'est du bâti, c'est, du matériel, des choses alors ça peut aussi être plus ou moins liquide. Les bijoux, ça peut s'acheter et se revendre, mais c'est des trucs qu'on peut toucher, quoi. Et surtout, là où c'est important, c'est que, ça viendra dans les diapos plus tard, sur les actifs non financiers, on peut se poser la question de leur valeur. C'est-à-dire que, si par exemple, on dit, voilà, vous allez payer 2 sur, ce que vaut, votre appartement,
vous pouvez décider avec l'État de ne pas être d'accord sur ce que vaut l'appartement pour justement changer la valeur de ce qui sera taxé. Alors que les actifs financiers, ben, des comptes en euros, des actions valorisées en bourse et tout ça, il y a pas trop débat sur ce que ça vaut. Et je viendrai plus tard dans les diapos sur expliquer comment on gère quand il y a pas accord sur ce que ça vaut. Je vois Denis qui a de nouveau la main levée ou alors il a oublié de la baisser? Oui. Non, non, je à nouveau la main levée parce que effectivement, en fait, l'une des explications, c'est que le capital des sociétés, il est au passif, c'est une dette et il est détenu par les particuliers et par les ménages. Tout à fait. Et c'était en fait le leitmotiv d'André Tessier-Ducros, qui est le fondateur du comité Bastille, qui est mort il y a 2 ans, mais qui s'est beaucoup battu là-dessus et qui a essayé de convaincre. Il disait taxer l'actionnaire et pas les sociétés, parce Oui, qu'il avait bien compris que le capital étant au passif des sociétés, il est en fait aux mains des ménages et des investisseurs, et que sa taxe sur l'actif net, telle qu'il l'a proposé à l'époque, allait impacter effectivement, allait être payée par les actionnaires et pas par les entreprises elles-mêmes, et que ça serait net pour les entreprises. Donc en fait, dans le moins 3000 ou dans le 3000 d'actifs neufs des sociétés, il y a tout leur capital qui est détenu par les ménages, qui équilibre d'une certaine façon les comptes. oui, c'est ça. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, de toute façon tout ce qui est évaluable appartient à quelqu'un. Il y a plus de terra incognita et de choses comme ça. Donc quoi qu'il arrive, toutes ces sociétés sont bien payées, appartiennent bien à quelqu'un, à des actionnaires, à des propriétaires, à des choses comme ça. Et du coup il suffit non, on pourrait dire qu'il suffit de taxer les personnes physiques sur leur patrimoine, mais on voit quand même que l'INSEE elle dit pas les 3 900 milliards d'euros des sociétés font partie des 14 milliards d'euros des ménages, mais elle dit bien que ça s'additionne aux 14 milliards d'euros des ménages pour finir aussi additionner avec ceux de l'État à 19 559. Et il y a une raison à ça. C'est la façon dont c'est compté. C'est-à-dire que effectivement, la société, à travers ses actions, appartient à ses actionnaires. Mais par contre, il y a un écart entre la valeur de la société et de ce qu'elle contient et la valeur de marché des actions de cette société. C'est-à-dire que si un actionnaire, il est monté au capital, il a créé sa société, il a mis, je sais pas moi, 100 000 euros de capital pour acheter des machines, pour monter les murs, pour créer les chaînes de production et un certain nombre de choses. Il peut y avoir un écart entre la valeur vénale de revente de ces actions et la valeur réelle de la société. Et c'est ça qui fait qu'il y a un résidu d'écart dans l'actif net des sociétés compté par l'INSEE. Et c'est ce qui fait que, en fait, ça aussi, il faut le compter dans la base taxable parce que c'est vraiment un actif supplémentaire. Je ne sais pas si j'ai été clair ou si j'ai perdu tout le monde avec ce que je viens de dire. D'accord pour moi. Ok. Alors, moi, je vois pas tout le monde sur l'écran. Je vois que Denis, Monette et Jean-Emmanuel. Donc, s'il y a d'autres personnes qui lèvent la main, il faut qu'elles se signalent. Je ne les vois pas. Je veille au grain, mais à chaque fois, tu es plus rapide que moi. Donc, Ok, pour l'instant, tu les vois. ça marche. Donc, je sais plus où j'en étais, mais je pense qu'on va avancer de toute façon. Donc, ce que je disais, c'est le chiffre qui m'intéresse, c'est celui-là. Et c'est à partir de celui-là que je vais compter. Donc, là, bon, je vais vous noyer sous des chiffres de nouveau. J'ai essayé de montrer en fait quels sont les effets sur des ménages, en fonction de la composition des ménages et en fonction du patrimoine des personnes dans les ménages. Sachant que il y a un truc qui est très très important à noter, c'est que comme je me positionne en tant que membre et militant pour un revenu de base, dont l'une des clés est l'individualisation, je compte en fait un patrimoine par personne, alors qu'en général, dans ce qu'on voit sur les chiffres distribués, ce sont des patrimoines par ménage.
Et donc, il faut faire la clé de répartition parce que c'est pas du tout la même chose. Parce que c'est pas pareil d'avoir 100 000 euros pour un ménage où il y a une personne et 100 000 euros pour un ménage où il y a 2 parents et 3 enfants. Les effets sont radicalement différents. Donc, j'ai pris dans ce tableau comme hypothèse, mais on peut changer, c'est un tableau dynamique, si vous voulez, je peux changer les hypothèses, ça va mettre tout le tableau à jour. Qu'on a un prélèvement de 2% sur le patrimoine net, sur l'actif net. Je calcule que avec la somme que j'ai indiquée tout à l'heure, qui est ici, de 275 970 000 euros, enfin 275 970 euros par habitant, avec 2% à diviser par 12 mois, ça nous fait un revenu de base de 459,95 € par mois. C'est-à-dire 2% de 275 000 divisé par 12. Et donc, ça fait du coup un revenu de base de 5 519,40 € par an, si on le remultiplie par 12. Et donc, j'ai calculé dans ce tableau, j'ai 5 colonnes. Donc, la première colonne, c'est un ménage avec une personne. Deuxième colonne, c'est un ménage avec 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. J'ai pas fait jusqu'à 12, c'est juste pour que, on se fasse une idée. Alors grosso modo, une personne, normalement, c'est un adulte. 2 personnes, ça peut être un adulte et un enfant ou 2 adultes. 3 personnes, normalement, c'est pas 3 adultes, c'est plutôt 2 adultes, un enfant ou enfin bon, toutes les combinaisons. Mais comme, je pars du principe, que, je fais un revenu de base par tête qui est le même pour tout le monde, on s'en fout que dans le versement et dans le tableau et dans la façon dont je le montre, que ce soit des adultes ou des enfants, puisque j'ai arbitrairement décidé pour cet exemple que le revenu de base, c'était le même pour tout le monde. Et donc, on voit que quand on est à un ménage dont chaque personne a en moyenne les 275 000 euros de patrimoine, on se retrouve avec le patrimoine moyen. Et quand on a le patrimoine moyen, le revenu de base est exactement égal à la taxe sur l'actif net. Donc, grosso modo, ça veut dire que dans un ménage où il y aurait une personne qui a un actif net de 275 000 euros, il touche autant de revenus de base qu'il perd, donc il est à l'équilibre. Si c'est un ménage à 2 personnes, c'est pas 275 000, c'est 551 000. Si il y a 4 personnes, c'est 1 100 000 et voilà. Et donc c'est important parce que on me fait souvent l'objection qu'il y a des gens qui ont une maison de, je sais pas moi, à 500 000 euros. Et que du coup, ce pauvre gars avec sa petite maison à 500 000 euros, il va se retrouver avec ses 2% de taxe sur l'actif net à payer plus que ce qu'il a un revenu de base. Sauf que dans sa maison à 500 000 euros, il y a 4 personnes. Et donc, la compensation, c'est pas un revenu de base, c'est 4 revenus de base. Et du coup, il est bénéficiaire. Parce que, enfin voilà. C'est à ça qu'il faut. C'est pour ça que j'ai fait ce tableau comme ça, c'est parce que c'est à ça qu'il faut penser quand on fait le compte. Donc ensuite, là, j'ai représenté ce que ça fait pour un ménage qui a que la moitié de l'actif net moyen, ce qui est déjà pas mal, hein, 137 000 euros par personne, non, même 138 000 quasiment. Donc lui, il se retrouve toujours avec le même revenu de base, puisque le revenu de base, c'est le même pour tout le monde, ces ménages-là. Par contre, ils se retrouvent avec 2 fois moins de taxes, et du coup, ce qu'il leur reste au bilan, c'est 2 700 euros par an pour une personne, 5 500 pour 2 personnes, 11 000 pour 4 personnes, et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça fait pour quelqu'un qui a 0? Eh ben, il n'a pas de patrimoine, que peu importe le nombre de personnes. Il n'y a pas de prélèvement, peu importe le nombre de personnes, puisque 2% de rien, ça fait toujours rien. Ils ont le même revenu de base que tout le monde, et donc là, on voit que ça leur fait entre 5 000 pour une personne, enfin 5 500 pour une personne, et 27 500 pour 5 personnes de revenus de base par an, en positif. Et ensuite, j'ai pris un dernier exemple avec une personne qui est au-dessus et donc qui a le double du le double du patrimoine moyen. Donc c'est déjà avoir le patrimoine moyen, c'est déjà pas être pauvre, avoir le double, c'est encore moins. Et donc lui, il va se retrouver avec pour une personne 11 000 euros de taxe sur l'actif net
il aura 5 000 €, 500 de revenus de base comme tout le monde. Et donc, au bilan, il sera perdant de 5 500 €. Et pour 5 personnes, un ménage de 5 personnes, il sera perdant de 27 000 €. Sachant que si on imagine carrément un ménage extrême où il y aurait quelqu'un qui s'appellerait par exemple Bernard A, qui aurait 200 milliards, lui et sa femme, avec 2% de 200 milliards, ce serait un ménage qui payerait quelque chose comme 4 milliards. Ils toucheraient à eux deux 11 000 € dans l'année de revenus de base à défalquer des 4 milliards, grosso modo. Un ménage comme ça, un peu extrême, il paierait 4 milliards tous les ans. Ça permet de financer pas mal de revenus de base des autres. Voilà. Henri, juste une Oui. question. Là, quand tu montres ce tableau, ce que je comprends, c'est que la TAN n'est faite que pour financer le revenu de base. Elle ne finance rien d'autre que le revenu de base. Bah, Du c'est coup. l'exemple que j'ai choisi pour expliquer la TN. Évidemment, on pourrait choisir de financer d'autres choses. On pourrait même choisir de ne pas financer de revenus de base du tout et de ne financer que l'armée ou la police ou les hôpitaux ou les ponts et chaussées. Moi, en tout cas, je parle d'une TA. J'essaie de montrer quelque chose, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que les dépenses qui sont déjà faites, elles sont déjà faites avec les financements qui sont déjà faits comme c'est aujourd'hui. On ajoute une TAN et un revenu de base dont l'intégralité de ce qui est prélevé sur la TAN va au revenu de base, effectivement. Ouais, donc du coup, ouais. Oui, mais après, ce que tu disais aussi, c'est que la TAN enlève d'autres impôts comme la taxe foncière, etc., Oui, alors ça, qui financent qui servent à financer des choses quand même. tout à fait. J'ai dit que c'était la vocation, mais Mm. j'ai pas dit que c'était ce qui était fait là. Et Oui, là, oui, j'ai ajouté la TAN à tout le reste sans enlever la taxe sur les successions, les droits de ouais. succession, sans enlever la taxe foncière ni rien. Je vais venir on peut en parler plus loin sur les planches de ce qui se passe quand on fusionne des choses, mais pour le moment, c'est vraiment, j'ai fait toutes choses égales par ailleurs, j'ai ajouté la TAN et j'ai ajouté le revenu de base. Ok, c'est clair. Merci. De rien. Voilà. Donc ça, comme vous le voyez dans le titre, c'est point de bascule théorique. La théorie, c'est jamais vrai. On va passer à la pratique. Là, je fais une supposition. J'ai peut-être tort, je fais comme ça à vue de nez. Mais l'expérience a prouvé que quand on crée des impôts nouveaux et des prélèvements obligatoires nouveaux, euh, se développent assez rapidement de nouvelles techniques d'optimisation fiscale. Je ne prétends pas que je sache lesquelles, mais comme je ne veux pas être taxé de suroptimisme, j'ai décidé de refaire les mêmes calculs en considérant qu'il y a 20% qui s'évaporent dans des techniques d'échappement et que en vrai, il n'y a que 80% de l'assiette taxable qui arrive réellement vers le revenu de base et le reste, ça finira peut-être dans les îles Caïmans ou je ne sais pas encore quoi ou comment, mais je ne serais pas raisonnable si je disais pas, si je faisais pas, si je tablais pas sur le fait qu'il y ait des fuites. Après, je ne sais pas si 20% c'est la bonne quantité. J'expliquerai pourquoi je pense que c'est beaucoup plus difficile de faire de l'évasion fiscale sur le patrimoine que d'en faire sur le revenu. Mais je serais naïf si je ne pensais pas qu'il y en aurait. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui a des questions sur ce tableau, c'est grosso modo le même avec 20% de moins. Bon. Je passe à la suite. Donc là, on voit la répartition de l'actif net. Alors là, c'est pas parmi les personnes, c'est parmi les ménages. Parce que malheureusement, impossible de trouver ni à la Banque de France, ni à l'INSEE, ni nulle part des données individualisées. Tout est toujours partout par ménage. Mais on peut quand même en inférer un certain nombre de choses. Déjà, on voit que le 10e décile, donc les 10% les plus riches, à eux tout seuls, représentent plus de la moitié du patrimoine en France, du patrimoine net en France. Donc ça veut dire que, grosso modo, si on fait une taxe sur l'actif net, c'est eux qui vont en payer la moitié. C'est aussi bête que ça.
Et on voit que les 50% les plus pauvres, les déciles D1 à D5, c'est le bleu là, c'est le bleu foncé sur le graphique tout en bas. Ils représentent presque rien. Et ça veut dire que en taxe sur l'actif net, eh ben, ils vont payer presque rien. C'est voilà, c'est un petit peu avec les mains. Qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit que le patrimoine net médian des ménages, c'est-à-dire que 50% des ménages, pas des personnes, payent moins de, enfin, ont un patrimoine net de moins de 185 000 euros. OK? Et on est d'accord que les 185 000 euros, c'est inférieur aux 220 000 euros, les 275 de tout à l'heure, moins 20%. Donc ça veut dire que, déjà, les 50% de la population, d'en bas sont de toute façon, dans les bénéficiaires nets de la mesure. C'est-à-dire qu'ils vont toucher plus de revenus de base que, ce qu'ils auront payé, de taxes sur l'actif net. Et en fait, on verra sur la page plus loin que ça va même plus loin. Mais comme dit, là où il y a une difficulté de comparaison, c'est, entre, les ménages et les individus. Parce que bon, on sait que dans chaque ménage, il y a au moins un individu, mais on ne sait pas combien il y en a en fait. 1,53. Pardon? La moyenne, c'est 1,53 unités de consommation. Donc, ça fait 2 individus. 2,1. Oui. Ah. Donc, si on fait cette supposition que dans toutes les couches de la population, on a une moyenne de 2 individus, mais c'est une supposition qui est difficile à vérifier. On peut pas faire de La meilleure moyenne, supposition. c'est 2,1. Ouais. Là, on peut voir que le patrimoine net moyen des ménages est de 446. Donc, on pourrait le diviser par 2 si on considère que les ménages en moyenne, ils sont 2. Ça ferait 223. Et du coup, on n'est pas loin des 220 enfin 220,7 là que j'ai mis là. Mais de toute façon, le problème, c'est que la moyenne, c'est pas la médiane. Et la moyenne, elle est toujours bien au-dessus de la médiane. Donc, ça nous donne difficilement plus d'informations. Par contre, sur le tableau suivant, j'ai des informations supplémentaires. Là, on voit par décile 2 chiffres qui sont en fait le plancher et la moyenne. Et là, on voit que le D6 a un plancher à 185, ok, et le D7 a un plancher à 282, d'accord? Donc les 282, on n'est pas très loin de ce qui était ici, et c'est un plancher. Et on peut partir du. Non, je reviens sur la diapo. Et on peut partir du principe, si c'est par deux, que même le D8 à 408, il est encore en dessous. Et moi, je fais la supposition que la bascule se fait dans le D9, en fait. C'est-à-dire que c'est dans le 9e et dans le 10e décile, ils vont tous être contributeurs nets. Et dans le 9e décile, il va y en avoir quelques-uns qui ne le seront pas et quelques-uns qui le sont. Mais ça, c'est mon estimation au doigt mouillé. Non, La seule chose que je peux prouver avec ces chiffres, c'est que jusqu'au D6, ils sont en dessous. Et après, il faudrait avoir des statistiques dont je ne dispose pas pour le savoir exactement. Mais par contre, Guy et Fabien sont en train de mettre en place, et puis je donne aussi un coup de main à Fabien pour la logistique et la structure, un simulateur de revenus de base qui sera bientôt en ligne en même temps, comme il y aura bientôt le rapport quinquennal. Et sur celui-là, on essaiera d'avoir des informations un peu plus fines quand on aura avancé là-dessus. Donc, Guy, je compte sur toi, hein, je viens de te mettre une tâche sur le dos, hein. pas de problème. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions là-dessus ou je passe à la suite? Non? Je passe à la suite alors. Ensuite, on a un problème de composition et de liquidité. Et donc, c'est important de savoir de quoi est composé le patrimoine décile par décile. Pourquoi? Parce que on va demander à des gens de payer cet actif net, a priori en espèces sonnantes et trébuchantes. Et il faut s'assurer qu'ils l'aient sous forme d'espèces sonnantes et trébuchantes pour le payer et qu'ils ne soient pas obligés de vendre leur maison. Enfin, qu'ils aient ça sous une forme d'actifs liquides.
Et là, on voit que de toute façon, c'est dans les derniers déciles que ça compte. Et on voit que si on part de 2%, et même si on partait sur 4% ou sur une autre somme, le violet, c'est les actifs financiers. Grosso modo, les actifs financiers, ce sont des actifs essentiellement liquides qu'on peut soit convertir en monnaie directement, soit qui sont comptabilisés en quantité sous forme d'actions et qu'on peut échanger directement sous forme d'actions ou de bons du trésor ou enfin toutes ces formes-là, et que l'État peut prélever directement sous forme financière. Donc, ça veut dire qu'il y a des moyens de payer. Alors, je viendrai après sur les exceptions parce qu'évidemment, on va forcément parler de la grand-mère de l'île de Ré et de Chat Mistral et des cas particuliers, mais ça va venir après. Mais grosso modo, ça montre que dans le cas général, la liquidité est disponible pour payer ces sommes, et même largement. Alors, diapo suivante. Justement. La question de la grand-mère de l'île de Ré, de la question de l'impôt confiscatoire qui serait retoqué par le Conseil constitutionnel, et la question de Chat Mistral qui a toute sa fortune dans sa start-up qui ne verse pas de revenus et qui n'aurait pas les moyens de payer, bien que le président de Chat Mistral a dit qu'en fait il pourrait. Mais voilà, les opposants à la taxe Zuckman ont dit qu'il ne pourrait pas. Donc, déjà, tous ceux qui sont sous le patrimoine moyen, eux, ils sont bénéficiaires de la mesure. La question de pouvoir payer ne se pose pas, puisque c'est pas de l'argent qu'on leur prend, c'est de l'argent qu'on leur donne. Ensuite, comme je disais, les riches disposent généralement de plus de 5% de liquidité pour payer, même s'il y a des exceptions. Le rendement du patrimoine dépasse souvent les 4%. Et par conséquent, ils ont même sous forme de revenus de quoi payer en général. Comme dit, il y aura des exceptions. Mais surtout, quand il y a des exceptions, en cas de manque de liquidité, l'État peut tout simplement prendre 2% des biens. C'est-à-dire que si on dit la taxe sur l'actif net, c'est 2%, et que la grand-mère sur l'île de Ré, elle a juste sa maison à 1 million d'euros et qu'elle touche 0 sous et tout, l'État, chez le notaire, au cadastre, la première année, il prend 2% de la maison. L'année, il prend 2% des 98% qui restent, et ainsi de suite. En nue propriété, la grand-mère, elle continue de vivre dans la maison, pas de problème. L'État n'est pas pressé parce que de toute façon, il y a toujours en quinconce des gens à différentes étapes de leur vie. Et c'est malheureux, mais la grand-mère en question, à un moment, elle passe l'arme à gauche. Les petits-enfants, ils vont vendre la maison et autres. Et au moment de la vente, l'État, il prendra sa part, et puis c'est tout. La question ne se pose pas trop. Et pour les biens sous forme de possession de société ou d'action, ça peut se passer, par exemple pour Chat Mistral, ça peut se passer exactement pareil. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que disait Zuckman. Hein. Si le PDG de Chat Mistral, il peut pas payer en liquide, c'est pas grave. L'État prend 2% de ses actions, puis c'est tout. Et puis il peut les acheter, les revendre sur le marché, ou alors Zuckman le rachètera à l'État. Zuckman. Le PDG de Chat Mistral le rachètera à l'État quand il aura enfin des moyens. Et si effectivement le truc se casse la gueule et que c'est une valorisation de bulle immobilière et que ça valait rien et que ça fait le dépôt de bilan, l'État aura pris 2% de rien, mais c'est parce que dès le départ, ça valait rien. C'est juste qu'on s'en était pas rendu compte tout de suite. Il y a pas de, il y a pas, enfin, selon moi, il n'y a pas de problème avec ça. Vous avez le droit de lever des objections hein, et de me signaler que je raconte que de la merde et des conneries. Ensuite vient l'opposition de l'impôt confiscatoire. Alors moi, j'ai lu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je vous conseille de tous la lire, c'est très intéressant, même en dehors de cette question. C'est pas très long, il n'y a que 17 articles. Et là, je vais vous en lire un important, c'est l'article 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Okay.
Et c'est là que je fais partie de ceux qui pensent que justement la faculté contributive de quelqu'un repose essentiellement sur ce dont il dispose. Et ce dont il dispose, si c'est pas son actif net, je sais pas ce que c'est. Heu et du coup, opposer que c'est pas constitutionnel, de faire un truc, qui est sous prétexte que la déclaration des droits de l'homme s'y oppose, dans un article 17 qui dit que la propriété, est, sacrée et tout, il y a quand même un article 13 qui dit le contraire et je donnerai tout de suite la parole à Denis, dès que j'ai fini cette phrase. Autant que je sache, de toute façon, tout prélèvement obligatoire est par nature, une confiscation, du bien de celui qui est prélevé. On lui demande pas son avis, c'est obligatoire, on le prélève. Après que ce soit un bien que ce soit un actif, financier ou un actif non financier, ça change pas le problème. Heu, Selon moi en tout cas, donc pour moi il y a débat et je vois que Denis lève la main, alors je lui passe la parole. Oui, c'est juste pour aborder dans ton sens, c'est pour rappeler que euh, le droit de propriété, en fait, confère à un propriétaire l'autorisation d'interdire au reste du monde de pénétrer sur sa propriété, que ce soit une propriété immobilière ou d'en jouir si c'est une propriété immobilière, et que donc il n'est pas normal qu'il y ait une compensation de ce droit d'interdire au reste du monde de pénétrer sur sa propriété. Il y a des gens qui ont proposé des loyers fictifs pour les propriétaires, mais on sent très bien qu'il y a une vraie réflexion, ou il serait intéressant d'avoir une vraie réflexion sur ce point, surtout que, et ça va toujours dans le même sens, finalement, le leitmotiv des conservateurs pour s'opposer à toute taxation des patrimoines, c'est que c'est des biens qui ont été acquis avec des sommes sur lesquelles des impôts ont été payés à l'époque. Alors, quand c'est un manoir qui est dans la famille depuis le Moyen Âge, la traçabilité de ces impôts, elle n'est pas évidente, mais on peut aller plus loin que ça et on voit aujourd'hui que 60% des patrimoines, des 250 000 euros par personne dont tu viens de parler, proviennent de ce qui a été hérité ou de ce qui a été acquis et qui s'est valorisé. Et donc, ça pose des vrais problèmes et je pense qu'il y aurait matière à légitimiser cette demande de taxe sur l'actif net en revenant à ce qu'est la propriété, ce qu'elle confère aux propriétaires et à ce fameux droit d'interdiction de pénétrer pour le reste du monde et que du coup, on peut avoir une justification qui va au-delà de l'article 13 que tu cites. Oui, alors bon, tu as tout à fait raison. Tout droit de propriété est un droit exclusif par nature et le exclusif au sens d'exclusion, c'est-à-dire que, c'est le droit d'exclure les tiers, de l'accès aux biens. Alors, Heu, l'article 17, il est quand même fort de café. Il dit de oui, mémoire, la propriété est un droit sacré, nul ne peut en être exonéré sans une ne peut en être légitime dépossédé, sauf, lorsque, la nécessité est légalement constatée et que, l'oblige. et qu'une Voilà. juste, compensation est offerte. Voilà. Et d'ailleurs, sur ce point, tout ce qui s'est passé à propos des réglementations thermiques, de l'interdiction de circuler des diesels ou autres, montre que cet article 17, qui fonctionne très bien pour les gens aisés, quand il s'applique à des gens qui ont acquis un petit pavillon, mais qui est une passoire thermique, et une voiture diesel pour aller au boulot, la nécessité publique légalement constatée qui les oblige à ne plus utiliser leur voiture diesel et à ne plus pouvoir vendre ou louer leur pavillon, elle est quand même contestable. Et là, il y a aussi toute une réflexion Mmh. intéressante sur la façon dont cet article 17 s'applique avec une sévérité ou avec des impacts différentiels selon les niveaux de vie des gens. Oui. C'est un peu hors sujet, mais C'est le pot de c'est quand fer même contre des le pot de réflexions. terre et j'ajoute aussi que tu parlais, de discuter, de la compensation, des droits exclusifs et de l'exclusion, du fait que ce soit un sujet à discuter. Il y a quelqu'un qui s'appelait Thomas Paine qui a écrit un truc qui s'appelle «De la justice agraire», qui traite exactement de ça et qui est à la base, de la réflexion sur le revenu de base. Sur le capital universel plus que sur le revenu de base. Hein. Thomas Paine a été Oui,
récupérés par les prosélytes du revenu de base, alors que son discours était plus sur l'accession à la propriété, donc il est plus sur l'accès au capital que sur le revenu de base. Mais bon, ça c'est aussi un peu hors sujet. Pardon, Euh, non, pas forcément, parce que je l'ai vu dans toutes les questions d'héritage universel, justement, Thomas Paine. hmm. Et c'est intéressant à savoir parce que oui, peut-être il y a eu captation d'héritage pour le coup de la part de Thomas Paine quand on le revend, quand on en fait un précurseur du revenu de base. Il était C'est aussi votre avis en précurseur tout de la cas. retraite. Il était Tu as coupé ton micro, Denis. On voit bouger tes lèvres, mais Pardon. on t'entend Enfin plus. ouais, non mais peut-être que oui, ça dérive du sujet. Enfin, je m'excuse, mais c'est juste j'ai sauté sur l'occasion quand vous l'avez dit parce que j'ai eu ce sentiment aussi en lisant quelque chose récemment. Je vous remercie. En tout cas, comme je disais, toutes les formes d'impôts et de prélèvements obligatoires sont bien obligatoires. Ils sont bien tous la confiscation de quelque chose que quelqu'un possède sans lui demander son avis. Et c'est bizarre, les autres, on les déclare pas anticonstitutionnels pour autant, malgré le fait qu'ils aient des taux bien plus importants. Enfin voilà. Euh, c'est mes objections qui valent ce qu'elles valent parce que les grands maîtres du Conseil constitutionnel n'en ont rien à foutre de mon avis, j'en ai bien conscience. Bon, ensuite, des points de vigilance, parce que, il y a quand même des choses auxquelles il faut faire gaffe si on fait cette taxe sur l'actif net. Il faut faire gaffe à l'exil fiscal et à l'évasion fiscale. Il faut faire gaffe à la question des biens contestables dont j'ai parlé et à l'acceptabilité politique. Pardon, j'ai eu ma fourche à languille. Donc, sur les questions d'évasion fiscale, il y a deux choses auxquelles il faut faire attention. Il y a la question de l'exil fiscal. Donc, Zuckman, lui, propose que l'État garde un droit de suite pendant 5 ans. C'est une solution. Les USA, qui regardent aussi les exilés fiscaux de chez eux, ils ont une autre solution. Ils ont ce qu'ils appellent le FACTA. Et ils ont le fait que tout ressortissant américain, si il va habiter ailleurs et qu'il paye moins d'impôts ailleurs, il a le droit de payer, il a le droit et l'obligation surtout de payer la différence aux États-Unis. Ce qui fait que s'expatrier ailleurs pour l'évasion fiscale n'a aucun intérêt pour un Américain. La seule chose que ça ne change pas pour lui, ce qu'il va payer en impôts, ça change juste qu'il y en a une part qui paiera là où il s'est expatrié et l'autre part aux États-Unis. Euh, je pense que la France aurait tout à gagner à faire pareil. Et pareil pour la loi FACTA là, de 2010 des Américains qui a mis fin comment ça s'appelle, au secret bancaire suisse là, le fait que ils obligent en fait tous leurs ressortissants à déclarer leur patrimoine et leur compte bancaire et tout à l'étranger, avec le fait qu'ils pèsent de tout leur poids dans leurs relations internationales pour que si leurs ressortissants eux-mêmes ne le fassent pas, ce soit le pays étranger qui se charge de les dénoncer. Et là aussi, je pense qu'on gagnerait à faire pareil. Et ensuite, il y a un point vraiment essentiel auquel les gens ne pensent pas sur la taxe sur l'actif net, comme dit, c'est net de dette. Donc les dettes sont défalquées de ce patrimoine pour calculer la base taxable, ce qui n'a normalement pas d'importance, étant donné que si vous empruntez de l'argent à quelqu'un d'autre, c'est OK, ce sera déduit de votre dette, mais celui qui vous aura prêté, lui, il aura une créance, ce qui fera partie de son patrimoine, et donc c'est juste que c'est lui qui paiera la taxe. Mais pour l'État, l'opération est neutre. Sauf qu'elle n'est neutre qu'à une condition, c'est que la personne à qui vous empruntiez soit aussi soumise à la TAN et ne soit pas en Allemagne, aux Pays-Bas, sur les îles Caïmans ou autres. Et donc ça veut dire qu'il faut faire attention quand on met en place la taxe sur l'actif net, c'est net de dette, mais net de dette détenue en France. Parce que si elle est détenue à l'étranger, faut pas qu'elle soit décomptable, la dette. Ce qui ne concerne pas la plupart des gens, c'est-à-dire que quand vous empruntez pour acheter votre maison, vous empruntez à la banque du coin, enfin, je sais pas, hein, peut-être que je parle à des gens qui ont fait autrement, mais en général, c'est ce que la plupart des gens font. Ils viennent pas dans une banque aux îles Caïmans pour dire voilà, je voudrais acheter une maison, est-ce que vous me faites un prêt, quoi. Euh,
Mais il faut faire attention à ça parce que les gens qui ont les moyens de se payer des conseillers financiers, ils vont recevoir le conseil d'aller emprunter à l'étranger. Sauf si on fait attention à ce que ce soit uniquement net de dettes détenues en France. Bon, la valeur des biens contestables, j'en ai déjà parlé. Et puis ensuite, pour l'acceptabilité politique, on voit bien le débat pour la taxe Zuckman. C'est une question de lutte des classes. Il faut de rapports de force. Il va falloir lutter pour faire accepter ça, tout comme le revenu de base. Si on choisit de faire par une taxe sur actif net, hein, on peut choisir d'autres moyens de financement. C'est celui que je vous présente ce soir, donc c'est de celui-là que je parle. Euh, et quand je vois le débat sur la taxe Zuckman, qui pour le moment n'a pas l'air de passer, mais qui est quand même pas loin parce que il y a quand même eu un vote, même s'il n'en a pas été tenu compte à l'Assemblée nationale. Il suffirait qu'il y ait plus de gens à gauche. Effectivement, on va m'opposer que oui, mais la taxe Zuckman, c'est seulement les 1800 plus grosses familles, c'est pas tout le monde. C'est pas le même montant, donc ça passerait mieux. Sauf que dans les 1800 plus grosses familles, il y a tous les détenteurs de médias et qui ont fait le battage. Donc je ne pense pas que sur la taxe sur l'actif net, il y aurait plus de battage médiatique, étant donné que pour les 1800, c'est de toute façon 2% à payer, ça change rien à ce qu'ils payent. Euh, enfin voilà. Après, ils voudront peut-être aussi qu'il n'y ait pas de revenu de base parce que c'est pas leur intérêt, mais je suis constant qu'il y a une bataille dure à mener et qu'il faudra la mener et que on la gagnera peut-être pas tout de suite, mais faut pas abandonner. Ensuite, planche suivante. Pourquoi? Parce que là, je vous ai parlé de quoi, de comment, de qui, mais j'ai pas encore répondu à la question pourquoi. Je vois de nouveau ta main levée, Denis, tu voulais poser une question? Là, le micro coupé, je vois juste tes lèvres remuer. Je dis non, j'ai oublié de l'abaisser. Ah, ok, pas de souci. Donc, pourquoi l'impôt sur l'actif net? Parce que je pourrais aussi proposer l'impôt sur le revenu, la TVA, une taxe carbone ou autre. Je dis pas que je suis contre une taxe carbone, hein, je suis plutôt pour, c'est juste que je parle que d'une ce soir, mais pourquoi plutôt que l'impôt sur le revenu alors que la plupart des gens pensent toujours naturellement à l'impôt sur le revenu? Parce que les inégalités de patrimoine sont les principales inégalités aujourd'hui et qu'elles sont bien plus importantes que les inégalités de revenus. Et avec un impôt sur le revenu, on a un élastique et une force de rappel sur les revenus. Et moi, je préfère avoir une force de rappel sur les patrimoines qui sont selon moi, et ça, c'est de l'idéologie pure de gauchiste, les plus importants à ramener et à faire diminuer comme inégalité. Euh, Ensuite, autre raison, comme je disais, c'est le patrimoine, la vraie capacité contributive, c'est pas le revenu, parce que on peut tout à fait être milliardaire et s'organiser pour avoir aucun revenu. On a quand même largement les moyens de contribuer. On peut aussi tout à fait avoir des revenus importants, 5000 euros par mois, et être endetté jusqu'au cou, et avoir les huissiers à la porte et autres. Et on n'est pas forcément en capacité de contribuer. Pour moi, c'est vraiment le patrimoine, le cœur de la faculté contributive. Et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Comme dit, c'est toujours de l'idéologie. Quelqu'un a le droit de voir les choses différemment. C'est pas une vérité révélée ou quelque chose de factuel. Ensuite, autre avantage, c'est une ressource extrêmement stable dans le temps. J'aurais dû tirer une courbe, mais le patrimoine d'une année sur l'autre change, il grimpe doucement, mais il change assez peu. Selon la conjoncture économique, les revenus et les fluctuations du PIB et autres peuvent bouger un petit peu dans tous les sens. C'est pour ça que les États font toujours des prévisions de croissance et tout, parce que ça compte pour leur budget, parce que pour le moment, le financement de l'État est essentiellement assis sur la TVA qui est directement proportionnelle au PIB. Euh, et ça, en fait, c'est non seulement extrêmement stable, mais en plus, le patrimoine est indépendant du PIB. C'est-à-dire que si l'État se finançait par des impôts sur le patrimoine plutôt que et des impôts sur les stocks plutôt que des impôts sur les flux, il n'aurait pas à se soucier autant des flux et on ne serait pas tous autant obsédés par la croissance et l'État ne serait pas tout le temps obsédé par la croissance pour se financer puisque le patrimoine en dépend en fait très très peu. On pourrait commencer à avoir des réflexions
parce qu'en plus d'être un gauchiste, j'ai des tendances écolo, des trucs de fou, quoi. Et je me dis que courir vers toujours plus de croissance, toujours plus de production, toujours plus de travail, toujours plus de pollution, toujours plus de consommation dans une planète finie, comme disait Kenneth Boulding, seul un fou ou un économiste peut croire qu'une croissance infinie est possible sur une planète finie. Voilà, j'aimerais bien que on tourne sur des bases qui me semblent à moi plus saines. Euh, et ensuite, dernière chose, comme vous l'avez vu, on parle de sommes très importantes avec des taux très très faibles. Contrairement à l'impôt sur le revenu où on a déjà des dernières tranches à 45% et des choses comme ça, et on voit qu'en plus ça compense pas le problème, en fait on arrive à dégager des sommes très très importantes avec des très petites variations de taux sur le patrimoine. Ça permet d'avoir beaucoup de marge de manœuvre avec des taux qui restent toujours très faibles. Voilà, ça c'est selon moi le pourquoi. Ensuite, un dernier point de vigilance. Dans beaucoup de propositions de revenus de base, une des premières choses qu'il est proposé de remplacer, ce sont le RSA, la prime de Noël et la prime d'activité. C'est-à-dire qu'on propose de mettre un revenu de base à la place de ça. Moi, dans ce que je viens de décrire, c'est un revenu de base en plus de ça. Parce que j'ai décrit quelque chose qui est, depuis le début, toute chose égale par ailleurs. On garde toutes les taxes et on garde toutes les aides sociales. Je dis pas qu'on peut pas faire de remplacement. Je dis qu'il faut faire attention quand même à ce remplacement parce qu'il a des conséquences. C'est-à-dire que si on propose... Là, par exemple, on a le RSA, aujourd'hui, il est de 646,52 euros par mois, plus la prime de Noël qui est de 152,45 euros par mois, pour un total de 659, on va dire 660 par mois et de quasiment 8000 par an. Quand on commence à avoir des revenus, on passe du RSA à la prime d'activité, ce qui est une somme inférieure. Donc, c'est bien cette somme-là de RSA qu'il faut compter pour éviter d'avoir une régression sociale et des gens qui se retrouvent avec moins. On peut remonter plus haut sur le calcul, ou alors vous me croyez sur parole. De toute façon, vous pourrez jouer avec le formulaire. Je vous donnerai le lien de la présentation. Pour arriver à ces 660 euros par mois de RSA, avec les calculs et les 20% d'évasion fiscale que j'ai mis, il faut une taxe sur le patrimoine de 3,5%. Ok. Le problème, c'est pas tellement que ce soit plus élevé, c'est pas encore la fin du monde. Le truc, c'est que si on décide de faire ce remplacement, ça veut dire que tout le monde se retrouve avec 660 euros de plus et que les gens au RSA, eux, ils se retrouvent avec la même chose qu'avant. Et donc, ils ne sont pas perdants, ils ont l'avantage de ne plus avoir à aller à la CAF tout le temps pour justifier leur situation et de plus risquer de le perdre et de pouvoir travailler en plus et tout. Mais on se retrouve quand même avec la plupart des gens qui auront eu un gros bonus, alors qu'eux, ils seront restés à la même valeur. Pour moi, c'est un point aveugle dans beaucoup de propositions de revenus de base, où on se dit, bon, il ne faut pas qu'ils soient perdants. C'est vrai qu'ils ne sont pas perdants en valeur absolue, mais par rapport à d'autres qui ont gagné quelque chose. Alors c'est sûr que Bernard Arnault, lui, il a perdu, comme on a dit tout à l'heure, dans l'affaire, il a perdu 4 milliards par an. Mais là, c'est même pas comme si c'était juste les riches qui avaient plus des gens qu'on voit jamais. Là, c'est le smicard ou la caissière de supermarché du coin qui, du coup, a pris le train pendant que la personne au RSA est restée sur le quai. Elle a pas reculé, mais elle n'a pas avancé comme les autres. Et ça fait une différence. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec la même chose dans une situation où les gens autour d'eux ont plus. Et je pense qu'en fait, il faut ajouter le revenu de base aux aides sociales existantes et pas les remplacer. Voilà. C'est surtout que on voit le calcul. Là, j'ai dit ce que ça fait le RSA pour les personnes, mais dans le budget national, le RSA c'est 12 milliards d'euros dans le budget de l'État, plus la prime d'activité quasiment 10, plus la prime de Noël un demi-milliard, pour un total de 22,6 milliards. Si on divise ça par habitant et par mois, tout ce remplacement pour gagner juste 27 euros de revenus de base en plus, et pour faire tout ça pour faire un gros écart entre les travailleurs qui auront eu plus et les RSI qui seront restés au même point, je suis pas sûr que ce soit une tellement bonne affaire. Voilà, c'est. Mais je sais qu'on va me contredire et c'est très très bien, ça me fera réfléchir.
Et bon, là, Ouais. j'ai fini. Et maintenant, là, il y a toutes les sources des données, si vous voulez vérifier que je me suis pas planté ou que je vous ai pas raconté des cracks. Et donc, le truc, c'est que je vais mettre dans le chat le lien vers ma présentation pour que vous puissiez récupérer ça et les sources et tout vérifier si vous voulez. Alors, où est le chat? Et il y Hop. a Guy qui a levé la main. Ah, il y a Guy qui a levé la main. Je suis prêt à t'écouter, Guy. Oui. Simplement, non. Donc, dans ton hypothèse, tu maintiens l'impôt sur le revenu. Tout le reste, là, je viens de parler de la taxe sur l'actif net. Tout le reste, je le laisse pareil. Je touche à rien d'autre. Je crée un Ok, revenu de base financé par une TAN. d'accord. J'ajoute le revenu de base, On est j'ajoute la bien TAN d'accord. et je ne supprime et je ne change rien d'autre D'accord. Donc, on est bien dans ce que j'ai d'accord, présenté l'impôt là. sur le revenu est maintenu. Ok, Oui, comme il est, à l'euro près, comme aujourd'hui. ok. Bon, je vais devoir vous laisser là. Je suis Voilà. désolé. Et donc Merci, là, je vous ai Henri. mis le lien pour ceux que ça intéresse du dossier dans lequel il y a ma présentation de ce soir et aussi celle des autres soirs et tout, Ok, que vous pouvez merci. télécharger. Euh, si ça vous intéresse et si ça Non, vous non. intéresse pas, vous n'êtes pas obligé. Ok. Voilà. Et donc maintenant, la parole est à vous. Peut-être que j'arrête de partager l'écran. Voilà. Je Ouais. suis ouvert à toutes les questions, toutes les remarques, Oh, toutes les Henri, discussions, tout ce que vous je voulez vais me dire. devoir y aller, parce qu'il est déjà 9 heures passées. Mais en revanche, merci. Super présentation. Je connaissais pas du tout cette taxe de l'ActiveNet. C'était une belle découverte. Je pense qu'effectivement, j'aime bien ce genre de mécanismes qui sont simples, en tout cas déjà dans l'approche intellectuelle. J'imagine que dans la pratique, il y a tout un. Calculer l'ActiveNet doit pas être si simple que ça, Bah mais si, en fait, c'est assez simple. C'est vraiment la somme des actifs moins la somme des dettes. Enfin, j'exagère un peu, oui, mais oui, oui, voilà, c'est pas. c'est pas si compliqué que ça non plus, je suis d'accord. Ouais. Et je trouve qu'effectivement, ça me semble puissant, en tout cas, comme ça. Ça me semble. En tout cas, j'aime bien cette idée. Voilà ce que je voulais dire. Bah, tant mieux. Et là-dessus, je Après, dois je y ne dis aller. pas qu'il faut faire un revenu de base que pour ça, hein. Je propose ça comme une composante possible d'alimentation d'un revenu de base. Après, un revenu de base réel, on peut mettre d'autres choses dedans. Oui, oui, non, non, mais en tout cas, ça ouvre des perspectives. Voilà, parce que parfois, effectivement, on voit plein d'obstacles, de difficultés, et là, ça répond à pas mal de questions quand même. Ok. Merci beaucoup. Bah, de rien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole là? Oui, rapidement. En fait, c'était qui la personne qui est intervenue juste avant? Parce que comme on a l'habitude de on peut tous se connaître, je le connaissais pas. Tu le connaissais déjà, le jeune homme qui est Alors, intervenu? c'était quelqu'un qui était membre du MFRB il y a fort longtemps Ah, et dont on n'avait plus entendu parler depuis fort longtemps et qui était revenu ce soir. alors ça, peut-être que ça marche. Alors pourquoi je me permets cette remarque? C'est pas en lien avec la discussion, mais c'est quand même important. C'est que peut-être ça marche bien les mails d'annonce d'Aurélie avec Ok, Voilà. Bon, j'arrête là. D'accord. voilà. Et bon, si personne ne veut prendre la parole, moi, je sais que Eleni est un petit peu spécialiste de la fiscalité et autres, et puis Marc Wolf aussi. Moi, je suis intéressé aussi des retours pour savoir si j'ai raconté que des conneries, parce que je suis pas omniscient ni omnipotent et je peux faire plein d'erreurs. Et puis, quand on a des spécialistes dans la salle qui peuvent faire une revue critique de ce qui a été dit, ça m'intéresse. Bon, je vois Marc qui lève la main. Et bonjour Henri, j'ai répondu à ton invitation d'avant-hier. Beaucoup d'intérêt, je ne regrette pas d'être venu ce soir, même si je suis arrivé en cours de route. Je me garderai bien de me lancer dans des débats techniciens qui ne sont pas du tout à la hauteur de l'enjeu où tu as posé la question. On peut toujours démontrer tout et presque le contraire, même s'il y aurait évidemment beaucoup d'éléments concrets, pratiques,
de toute nature technique à discuter. Et donc simplement par loyauté vis-à-vis de toi, te donner mon sentiment très résumé sur cette présentation et les concepts qu'il y a derrière, que j'avais déjà rencontrés au comité Bastille avec Feu son président, plusieurs réunions sur le sujet, et les désaccords et points d'accord sont à peu près les mêmes, ainsi qu'à l'endroit de la fameuse taxe au TINSAS, puisque ce sont les parlementaires qui l'ont déposée à l'Assemblée nationale, et qui est inspirée par Gabriel Zucman. Donc mon propos, ce sera simplement, par encore transparence vis-à-vis de toi, au-delà de la contre-proposition que tu connais, qui inspirait le gage que du côté de mes amis, nous proposons au revenu de base, donc à hauteur de 15 milliards, puisque le coût différentiel d'un revenu de base tel qu'on le définit et qui répond aux 5 objectifs du MFRB, incrémental, différentiel par rapport à l'existant, s'évalue à environ 15 milliards, ce qui est quand même politiquement, techniquement plus facile à réaliser que 300 milliards, mais au diable l'avarice. Et ce ne sera évidemment pas le débat de ce soir, donc je ne serai pas là pour plaider la solution alternative dont tu as vu la documentation que je t'ai transmise. Ce n'est pas le débat de ce soir, c'était le débat d'avant-hier. Donc, encore une fois, par transparence et loyauté, et pour ne pas regretter d'être venu, sauf qu'il n'y aura pas de regret, puisque c'était intéressant d'entendre de façon aussi détaillée ce qui a parfois été évoqué dans les réunions du MFRB de manière plus cursive et abstraite. Et pour dire qu'il y a, comme d'ailleurs avec la taxe Zucman et tous ceux qui se situent sur ce segment de l'opinion, ce large canton de l'opinion, une convergence d'intentions ou d'objectifs autour de l'idée que dans une société solidaire qui fonctionnerait mieux, et y compris pour répondre à l'objectif de faire participer tout le monde à l'effort collectif face à la crise des finances publiques et aux enjeux de la transition énergétique, de la reconstruction industrielle et des risques géopolitiques qu'on connaît, on a besoin d'avoir une vraie progressivité des prélèvements publics de tout en bas, ceux qui n'ont absolument rien, les plus précaires, jusqu'à tout en haut, les plus fortunés en revenus et en patrimoine. Et là, on entre au cœur du débat que tu soulèves. Donc, il est clair que cette contribution du sommet de la société, au-delà de sa réalité actuelle, on peut débattre à l'infini des chiffres, beaucoup sont biaisés, on a bien conscience, il y a une convergence, que le compte n'y est pas et qu'il devrait légitimement apporter plus. Donc il faut effectivement aller dans cette voie. Ensuite, il y a un choix idéologique que tu as largement assumé, que je partage absolument pas, selon lesquels la fortune, le patrimoine, y compris net, avec tous les débats qu'on pourrait avoir sur ce que tu as dit s'agissant de cette mesure. Et encore une fois, j'ai foin de la technique, c'est pas notre débat de ce soir. Donc tu fais le choix idéologique que c'est un signe, indicateur de la capacité de chacun à participer à l'effort collectif, beaucoup plus évident, beaucoup plus légitime. Évident, c'est l'enjeu technique, c'est très contestable. Beaucoup plus légitime, c'est l'enjeu d'organisation sociale, à mes yeux, encore plus contestable. C'est ta conviction
Tu as même admis que c'était pour toi presque, sinon un dogme, en tout cas un postulat. Moi, je me place du côté de 3 siècles de pensée fiscale, d'auteurs de toute nature, qui considèrent que depuis Hobbes jusqu'à aujourd'hui, que la capacité contributive, c'est d'abord ce qu'on retire chaque année de la richesse produite, du flux, parce que le stock en lui-même n'est rien. Ce qui compte dans la vie d'une société, ce sont ces flux. Et donc, ce que retire chacun, ben, c'est ce qu'il consomme, dont le revenu est un indicateur imparfait et que, à mon sens, on peut largement corriger. Je me situe plutôt du côté des progressistes qui considèrent que l'impossible, l'impôt idéal qu'on approche par des voies multiples, est l'impôt progressif sur la consommation, c'est-à-dire ce que chacun retire du bien commun annuel. Mais c'est, me diras-tu, une idéologie, un postulat, un dogme, contraire au tien, ce ne sera pas très utile de pousser plus loin cet échange. Donc ça, c'était le terrain de convergence. Il faut, d'une manière ou d'une autre, demander plus à ceux qui reçoivent et ont plus, à débattre secondairement, de savoir si on met plus l'accent sur ce qu'ils reçoivent ou sur ce qu'ils ont. Et puis, à côté de cette convergence utile, intéressante, il y a une divergence que je qualifierais de radicale, qui ne te surprendra pas si tu as pris le temps, comme quelques autres amis qui en ont entendu parler, parce que je les avais exprimés à Alfortville lors de la rencontre du MFRB. J'ai fait un podcast avec Virginie Deleu à Lille, qui est également à votre disposition, de la documentation également qui a pu être diffusée. Donc, divergence radicale, parce que elle porte sur le modèle de société et d'économie. Parce qu'une société sans économie, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, mais on peut penser qu'il y a des sociétés abstraites qui vivent comme ça, en dehors des choses vulgaires que sont l'économie, ce n'est pas mon sentiment. Et donc, le modèle social, et je le rappelais à nos amis il y a 2 jours, dans lequel je me situe, c'est effectivement le système libéral est qualifié de capitaliste à juste titre, même s'il a beaucoup évolué, que nous connaissons. Et je me situe dans une logique avec beaucoup de monde, même s'il y a plein de demeures dans la maison du père, donc de régulation de ce système d'économie de marché, de ce système dit capitaliste, régulation, tant dans ses objectifs, sa façon de fonctionner, qu'au regard des inégalités. Donc voilà, le mode de substrat économique auquel je crois on ne peut pas guère échapper, mais il y a des bibliothèques entières là-dessus, 2 siècles d'histoire, des idées et des heures de débat potentiels. Mais c'est encore une fois pas le lieu du soir, donc le lieu de ce soir. Et donc j'ai compris que tu avais dans l'esprit, dans les intentions, ta conviction, un autre modèle économique que tu qualifies de gauchiste. Je ne sais pas s'il mérite ce terme, mais peu nous importe ici. Ce sont tes convictions, tu les exprimes et je les respecte naturellement. Donc nous ne parlons pas du même endroit du point de vue des fondamentaux qui nous inspirent, puisque, évidemment, au regard de l'économie, il y a cette divergence radicale. Parce que dans la fortune, et je terminerai par là, le péché d'être un peu long, mais j'ai évité de t'interrompre pendant la présentation. J'ai nourri mon propos à travers quelques remarques techniques sur le chat, tu en feras ce que tu voudras. Dans la fortune, de mon point de vue, je veux dire en gros l'essentiel de la pensée économique,
et je ne veux pas m'en emparer ici. Tu as le droit d'être dissident, minoritaire, et ça ne veut pas dire qu'il y a des arguments d'autorité, parce que depuis des décennies, on pense autrement. Dans la fortune, il y a, dans une économie, une société libérale de marché, il y a deux dimensions qui, à l'évidence, sont extérieures. Je ne vais pas dire qu'elles t'échappent. Intellectuellement, tu les as certainement perçues, mais qui sont étrangères, extérieures à toute la dynamique intellectuelle qui est la tienne. Il y en a une première sur laquelle on peut évidemment s'entendre. Et quand j'évoquais tout à l'heure l'idéal d'une taxation progressive sur la consommation, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire la goinfrerie, comme on dit dans le débat militant, des plus fortunés, des plus aisés, qui gaspillent le produit de la collectivité, de la nation, par leur train de vie insolent, qui n'apporte, y compris pour eux-mêmes, qu'une utilité très marginale, mais qui correspond à une dynamique du paraître, de la puissance et de plein d'autres dimensions symboliques ou réelles. Donc il y a la consommation, dans des écarts que tu sembles négliger entre la consommation de celui qui survit, et encore, je ne quitte pas le territoire national, donc le SDF et le train de vie insolent de ceux qui ne sont pas nécessairement les plus fortunés. Mais en tout cas, certains d'entre eux, il y a des très fortunés qui, pour le deuxième point que j'évoquerai, par lequel je terminerai dans un instant, et tu l'as pointé, ont une consommation modérée, sobre. Il y a traditionnellement, depuis 3 siècles, avec le protestantisme, une fraction des grands capitalistes et des grandes fortunes qui vivent sobrement, modestement, mais c'est évidemment pas le principal, et c'est pas les plus voyants. Donc il y a d'une part, dans la fortune, la capacité de vivre, le pouvoir d'achat, le train de vie, les facultés contributives, au sens de la Déclaration des droits de l'homme. Tu peux la trouver contestable, mais toute la littérature, depuis le siècle des Lumières, indique que c'est ça qui était visé dans les facultés contributives. Et quand le Conseil constitutionnel l'interprète comme ça, tu as le droit de trouver qu'il dit n'importe quoi, que ce sont des sots, mais ils ont quand même une certaine autorité, au moins juridique, qu'on peut balayer, puisque effectivement on peut vouloir faire toutes les révolutions du monde que l'on entend, y compris évacuer le Conseil constitutionnel et ses convictions. Donc ça, c'est le train de vie, la goinfrerie, disais-je, à opposer à ce revenu de base qui est du revenu qu'on va garantir à chacun, pas de la fortune. Tu ne proposes pas, comme d'autres l'ont fait, sur la fortune. Tu as tout un camp qui s'est développé autour des mêmes Piketty, Zuckman, etc., qui dit on va transférer la fortune des tout en haut pour donner une dotation de base à 18 ans de 20 000. Alors les plus ambitieux disent 50, 60, c'est pas ta proposition. Toi, tu prends d'un côté de la fortune et de l'autre côté du revenu, comprenne qui pourra, mais c'est ta cohérence. Bah, ça revient au même. Le seul truc, Non, c'est non, qu'eux, ils te proposent de le donner en une fois à 18 ans, et moi, je propose tout au long de la vie, tous les tu as mois. opposé la fortune et le revenu, assume ton opposition et ta dialectique, elle est riche, et donc ne l'appauvris pas. J'observe simplement qu'il y a une certaine disjonction entre la recette et la dépense. Tu adosses du revenu de base à de la fortune d'en haut, libre à Tout à toi. fait. Je vois un petit miroitement à l'œil. Et donc, et je conclus parce que j'entends que j'abuse de ta patience et de celle de mes amis, si tu viens de m'interrompre. Donc c'était quand même un signe gestuel que je suis trop long, et donc je n'ai pas abusé davantage. À côté de la goinfrerie, dans la fortune, il y a, et je n'ignore pas qu'elle demande beaucoup de régulation, de contrôle,
C'est pourquoi moi je crois beaucoup à la codétermination entre travailleurs et représentants du capital dans les entreprises, qu'il y a des évolutions qui sont des réformes, pas des révolutions à faire, des évolutions qui ne sont pas des révolutions. Je répète deux fois mon terme pour qu'il n'y ait pas de malentendu, à faire sur le contrôle de cette autre dimension de la fortune qui est un bien social. Il y a aujourd'hui toute une série de gens très honorables, des progressistes, des économistes, des philosophes, qui disent les entreprises, c'est bien sûr la propriété de leurs actionnaires, mais c'est d'abord un bien social qui doit entrer non pas dans une étatisation dont l'Union soviétique nous a montré la faillite, mais dans un contrôle partagé, y compris d'ailleurs avec les parties tierces, la collectivité. Et donc, au-delà de ces problèmes de gouvernance, la détention de la fortune a une fonction sociale d'accumulation du capital, ce qu'on appelle avec un gros mot chez les économistes le capital risque, ceux qui prennent le risque de développer une entreprise en être simplement un petit actionnaire, pas ceux qui prêtent en obligation, en compte courant, etc. Non, ceux qui s'associent au capital risque avec le sens fort du mot. Tu as évoqué un instant ta démonstration, le fait que au bout de quelques semaines ou quelques décennies, il peut ne plus rien y avoir. C'est le lot de, de, de ce capitalisme, parce que c'est sa nature. La destruction créatrice, nous dit Schumpeter, et qu'on voit bien à l'œuvre actuellement autour de l'IA. Et donc, dans une société libérale, régulée, moins inégalitaire, je pense, à la différence de ce qui est au fondement de ton projet, qu'il ne faut pas condamner, comme le dit le délire zuckmanien, qui dit que l'autofinancement des entreprises, l'accumulation de capital des entreprises, c'est de l'optimisation fiscale. Tu l'as cité, et je reprends cette citation, qui est en elle-même l'aveu qu'il se situe dans une rupture avec le capitalisme. Un autre modèle, c'est bien sa liberté, mais tu m'accorderas la liberté inverse de le combattre avec la dernière énergie. Et donc, je suis de ceux qui pensent que le capital risque doit être encadré, contrôlé, mais qu'il est essentiel à une société de développement, y compris quand il faut faire face à la transition énergétique et à un autre cadre, écologique. Et donc, tout système de prélèvement public, au-delà de la technique, qui ne soutient pas cette fonction d'accumulation régulée du capital pour que notre pays vive ou seulement survive, et entend le dissuader, ne sera pas mon chemin, mais je te laisse et je te souhaite bon courage pour cheminer dans le chemin différent, stogonal quasiment, que tu nous as brillamment proposé ce soir. Désolé encore une fois d'avoir été si laborieux, mais d'avoir réservé ça pour la fin de notre échange. Et encore une fois, merci de ton invitation. Merci d'être venu et puis merci de ton retour. Puis oui, je constate que nous avons des positions différentes, ça n'empêche pas de se causer, donc tant mieux. J'ai vu une autre main se lever, je crois que c'était, je sais plus qui, Bertrand, non, qui avait levé la main. Non, merci pour ta présentation très riche. En fait, j'ai pas grand-chose à dire parce que je ne suis je ne suis pas fiscaliste comme Marc Wolf, comme Eleni, donc je vois pas comment je pourrais dire quelque chose de pertinent. Enfin, à mon sens, par rapport à ta présentation, je voulais réagir à un moment à ce qu'a dit Monsieur Marc Wolf, mais c'est pas du tout pour polémiquer, mais pour juste me faire avoir une opinion et entendre un argument contraire. Alors, est-ce que l'idée qu'on puisse plafonner la fortune, je ne sais pas comment, mais imaginons qu'il y ait une limite à ce que peut posséder une personne, vous pensez que c'est une hérésie? Je pense tout le contraire.
Mais ça, on entrerait là. C'est trop compliqué. Et ça demanderait quelques minutes de plus si, dans les propositions qui ont été transmises à Henri et qui sont dans le débat public très largement, il y a l'impôt de succession partagé, y compris avec les libéraux américains, qui disent qu'il ne faut pas laisser fonctionner une société d'héritiers. C'est bien dans la même logique, Bertrand, qu'on peut partager. Effectivement, tant qu'il y a un capitaliste contrôlé, régulé, qui accumule du capital, il faut le soutenir, mais il n'y a aucune raison que ça se transmette de génération en génération. La France est le pays qui a nominalement, fictivement, le barème d'imposition des successions que Henri veut faire disparaître avec tout le reste. Ça fait partie de sa cohérence et à mes yeux de son incohérence. Donc nous avons le barème le plus vigoureux, le plus redistributeur en matière de redistribution, de succession, puisque les droits de mutation à titre gratuit, ça s'appelle 45% au-delà d'1,8 million quand c'est en ligne directe, donc les enfants, et dans tous les autres cas, 60%. Donc on prend 60% de tout ce qui n'est pas la directe filiation et petite moitié dans l'autre cas. Je crois que c'est une façon concrète, pratique, de faire du plafonnement de la fortune, mais ça mériterait évidemment d'entrer dans la technique parce que j'ai dit c'était nominal, fictif, et parmi les propositions qui sont sur la table d'Henri, il y a tout simplement de corriger, au moins on sera d'accord sur cette démarche politique, les niches qui font qu'aujourd'hui, le barème de 45 ou 60% s'applique beaucoup trop peu sur les plus grandes fortunes. Vous entendez parler du trade, vous entendez parler de la purge des plus-values au décès, un certain nombre de techniques que je pourrais vous raconter, mais j'ai une fois de plus, et mille excuses, Bertrand, parce que c'était une interruption, mais qui au moins, puisqu'il y avait une question, il était de bonne foi que j'y réponds. Donc oui au plafonnement de la fortune, mais un plafonnement intelligent et compatible avec la dynamique de la formation de capital. Merci.